Système D, le podcast qui parle de prévention et de santé sexuelle pour les relations entre femmes. Moi, c'est Orlane, j'ai 24 ans et je suis étudiante en journalisme. C'est suite à des discussions informelles en soirée que m'est venue l'idée de ce podcast. Tout a commencé par quelques recherches chez moi. Oui, ça va, c'est pas la dernière version de Windows, mais j'ai pas trouvé mieux. J'aime les ordinateurs, Windows 98. Plus sérieusement. Alors, prévention entre femmes. Malheureusement, la sexualité entre femmes est assez invisible, ce qui fait qu'il y a un manque d'informations à ce sujet qui est assez effrayant. En termes d'infections sexuellement transmissibles, les risques dépendent des pratiques et non pas de l'orientation sexuelle ni de l'identité de genre. Donc être une fille qui couche avec d'autres filles, ça ne protège pas magiquement des IST. Il y a aussi la digue dentaire. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de mal à m'en procurer une, donc on fera sans. Mais vu que c'est dur à trouver, il existe tout de même une alternative. Tu prends un préservatif masculin, tu découpes les deux extrémités, tu déroules et tu as ton carré en latex maison. Ah, la chlamydia, l'herpès, le VIH ou encore le papillomavirus. Des noms sûrement familiers à vos oreilles. Et oui, on parle d'infections sexuellement transmissibles. Bon, quand on fait référence aux IST, mesdames, on n'est pas toutes logées à la même enseigne. 12% des femmes qui ont des relations sexuelles avec des femmes ont indiqué avoir contracté une IST, contre 3% des femmes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. C'est le résultat de l'enquête sur la sexualité en France de 2008. Pourquoi une telle différence ? Ce constat m'a amené à me poser la question suivante. Trouve-t-on des informations médicales adaptées à sa sexualité quand on est une femme et que l'on aime une autre femme ? Une situation délicate qui amène des femmes à user de système D. Pour débuter ce podcast, j'ai voulu recueillir le témoignage des premières concernées par cette problématique. Julie a 29 ans. Auvergnate, elle est arrivée en Lorraine il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Elle vit près de Metz et travaille comme responsable de rayon dans un magasin de sport. La question de la prévention et des risques s'est imposée à elle lorsqu'elle était plus jeune. La première réflexion que moi je me suis faite en tant qu'adolescente, quand j'ai découvert que j'étais homosexuelle et que j'ai commencé à avoir mes premières relations, bien avant que mes parents le découvrent, j'avais déjà donc ma mère qui me disait ce serait peut-être bien qu'on aille voir le gynécologue, etc. Et puis moi je lui disais mais non, alors je lui disais non, j'ai pas eu de rapport. En réalité non, j'avais pas de rapport avec les garçons, en me disant mais de toute façon oui, tant qu'on n'a pas de rapport avec des hommes, c'est pas dérangeant. Et en grandissant et en m'intéressant un petit peu à ce qui se passait autour de moi, je me suis rendu compte que si, c'est tout aussi important au final. J'ai eu mes premiers rapports et puis après, pareil, j'ai eu différents partenaires aussi, avant de m'installer dans une relation stable, etc. Et puis c'est vrai qu'il y a toujours un moment, c'est mon caractère, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi, il y a un moment où je me suis dit, mais pourquoi il n'y aurait pas de risque pour moi non plus, en fait, dans tout ça ? Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner. Et c'est à l'époque où Internet a explosé, quand j'avais 17-18 ans. Donc du coup, à 20 ans, Internet, c'était quasi sur le téléphone déjà, ça, il me semble. Donc en fait, l'accès à l'information était hyper simple. Donc j'ai réussi à trouver les infos de cette manière-là. Des sites bateaux, en fait, on parle souvent, alors Doctissimo, faut faire le tri là-dessus. Hein. Mais en fait, il suffisait de taper la question sur Google et puis on tombait sur des articles, alors plus ou moins sérieux, fallait faire le tri aussi. Des forums, beaucoup, des personnes qui discutent entre elles. C'est des témoignages, en fait. J'ai pioché un peu à droite à gauche et je me suis rendu compte que, les lesbiennes sont pas à l'abri, effectivement. Elle finit par franchir le pas et prend rendez-vous chez un professionnel de santé sur les conseils d'une personne. Mon ex-compagne. Alors,
dans un tout autre hors cadre, on va dire, j'ai toujours été avec des personnes plus âgées que moi. Parce que je me sens souvent plus à l'aise, en fait. Ça s'est toujours trouvé comme ça. Et il se trouve que cette personne, du coup, un peu comme moi, là, maintenant, avait eu toute cette réflexion déjà, en fait. Et c'est elle qui m'a poussée à faire les choses. Et puis, voilà, le fait de m'intéresser aussi, quand on sort un petit peu de l'adolescence, on s'ouvre aussi au monde, on s'ouvre à l'actualité, etc. Mais en parlant aussi autour de moi, je me suis rendu compte, et je me rends encore compte aujourd'hui, que la grande majorité des lesbiennes se font pas assez suivre, sous prétexte qu'elles ont moins de risques au niveau de la santé. Moi, c'est un sujet que j'aborde même souvent, parce que autour de moi, on n'a pas trop de tabous déjà, en fait. Généralement, les gens qui m'entourent, dans une soirée, on peut aborder absolument tous les sujets. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est déjà revenu plusieurs fois sur la table, surtout entre filles. Et la plupart du temps, il y a deux parties. Il y a celles qui font les choses un peu comme moi, c'est-à-dire qui se font suivre régulièrement et qui prêtent vraiment attention aux choses et qui se méfient quand même, on va dire. Et puis celles qui se disent « non, c'est bon, j'ai pas besoin ». Et à la fin de la discussion, généralement, ce qui ressort, c'est je vais peut-être prendre rendez-vous, en fait. Mais même moi, mon premier rendez-vous chez un spécialiste, je l'ai pris à 24 ans. Alors que j'avais déjà des rapports sexuels depuis mes 17 ans. Des sujets, parfois abordés en soirée. Autour d'elles, certaines femmes ne se sentent pas concernées. Ouais, alors c'est pas une phrase en soi parce que je m'en souviens plus. Par contre, c'est un ensemble, on va dire. La réflexion globale qui m'a un petit peu... c'était une nana qui était très féministe. Hein, et du coup, non, en fait. Mais je veux pas qu'un professionnel de santé me touche, c'est hors de question. Il y a ce genre de phrases-là qui sont un petit peu bizarres. Et puis, évidemment, là, de toute façon, je m'en fous. C'est pour les hétéros. Ouais, généralement, il y a un gros débat parce que moi, j'interviens quand même généralement quand j'entends ça. Parce que même si moi, j'ai pas été confrontée à quelque chose à des complications ou des choses comme ça, je sais que ça peut arriver et que ça pourrait même m'arriver à moi. Est-ce une tendance qui s'observe? Réponse avec Coraline Delebard, psychologue et sexologue en libéral et au Cégide de Montreuil. Le sujet est abordé. La question de la santé sexuelle, de la sexualité est quelque chose, une thématique qui est abordée dans les communautés LGBT, de toute évidence. Majoritairement dans des milieux militants. Et en dehors, c'est ça qui est plus difficile, c'est comment toucher les femmes, par exemple, qui n'appartiennent pas à des réseaux féministes ou militants. C'est toujours la même difficulté. Si vous voulez, c'est que quand on est militant, féministe et qu'on a un intérêt pour la question, c'est plus facile de trouver l'information. Un manque d'information qui développe chez certaines femmes un sentiment d'immunité face aux infections sexuellement transmissibles. Bien sûr, c'est un constat qui est toujours d'actualité, hein. C'est-à-dire que, si vous voulez, le sentiment d'immunité vis-à-vis des IST et du VIH dont parlait Brigitte Laumont, il est toujours d'actualité et c'est c'est quelque chose qui est à la fois intériorisé par les professionnels de santé, les chercheurs et les femmes concernées elles-mêmes. Brigitte Laumont, à qui fait référence Coraline Delebard, est une sociologue du CNRS, spécialisée sur les questions d'orientation sexuelle, violence et santé. Elle est la première à s'être intéressée en France à la santé sexuelle des lesbiennes. La sexualité entre femmes, elle est invisibilisée, elle est invisible, on ne la pense pas et on ne la regarde pas. Donc à partir du moment où une sexualité n'existe pas, c'est difficile de penser le risque dans cette sexualité.
Finalement, le fait de ne pas avoir de discours de prévention spécifique, le fait de ne pas en parler, le fait d'avoir une représentation du féminin comme quelque chose de très doux, de très caressant, de pas très assertif au niveau sexuel, va certainement jouer sur la non prise en compte de la santé sexuelle de ces femmes. Bravo, tu as gagné une pièce pour participer à La roue des IST. Le but est simple, tu tournes la roue, on t'annonce une IST et Émilie Rémy, médecin au CEGIDD de Metz, te donne quelques infos sur le sujet. Et c'est parti, on lève les bras. Et c'est le VIH. Le VIH se transmet lorsqu'on rentre en contact avec un liquide biologique, donc que ce soit le sang, les sécrétions vaginales, et c'est quand ce liquide biologique est en contact avec une muqueuse. Donc si vous avez un rapport sexuel avec un objet sexuel non protégé qui contient des sécrétions, ça peut être un mode de transmission du VIH. Mais ça reste un risque qui est plus faible. Quel est le traitement ? Alors la PrEP, c'est un traitement en amont. Avant un rapport non protégé, c'est un traitement anti-VIH qu'on prend quand on prend beaucoup de risques, on ne se protège pas, ou alors c'est une mesure supplémentaire au préservatif et à la prévention. Comme moyen de prévention, il existe également le traitement post-exposition. C'est un traitement qui est délivré aux urgences, un traitement anti-VIH qui peut être délivré dans les 48 heures quand on a pris un gros risque sexuel. En poursuivant mes recherches, j'ai voulu savoir si les différents moyens de prévention étaient accessibles. Bon, on est d'accord, le stylo et le carnet, ça fait un peu ringard. Alors, brochure de prévention FSF. Entre parenthèses, femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes. Petit manuel des infections sexuellement transmissibles entre femmes. Guide du safer sex entre femmes. Tomber la culotte. Ah, c'est intéressant. Les outils de prévention. Préservatif masculin, féminin, protège-doigts, gants, digue dentaire, système D. C'est mon précieux, quoi. Mais petite question, on les trouve où ces outils de prévention ? En grande surface ou plutôt dans les pharmacies ? Après quelques coups de fil passés, 15 pharmacies ont accepté de répondre à mes questions sur les 30 que compte la ville de Metz. Verdict. Elles proposent toutes des préservatifs masculins. Depuis février, une marque est remboursée par la sécurité sociale. J'ai voulu vérifier s'il était distribué. Un pharmacien a accepté de répondre au micro à quelques questions. Parce que c'est très connu, j'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de publicité là-dessus, je me rends pas trop compte. Je veux dire, là, j'ai eu peut-être 2-3 demandes comme ça, ou une ordonnance. Ça doit faire depuis... je crois que c'est pris depuis 1 mois et demi, 2 mois, donc voilà. Donc c'est peut-être encore tout le début, hein, donc après, c'est temps que ça se fasse connaître, que les médecins soient au courant. Mais qu'en est-il des préservatifs féminins ? Une seule en a en stock. Dans les 14 pharmacies restantes, ce préservatif est accessible seulement sur commande. Pourquoi une telle différence ? J'ai eu 2-3 demandes et vraiment, c'est... Bon, j'avoue déjà, je n'avais pas en stock, donc ça facilite pas la vente ou le conseil. Donc peut-être l'utilisation n'est pas pratique du tout, quoi. Donc on est peut-être à 3 fois plus cher ou 4 fois plus cher. Donc, est-ce que c'est aussi un frein ou pas donc, Pour les digues dentaires, c'est une autre histoire. En gros, c'est un carré de latex, utilisé notamment lors des rapports oraux. Mais il est méconnu. On ne le trouve ni en pharmacie, ni sur commande. Par contre, on peut se le procurer sur Internet. C'est un moyen de prévention assez cher, il coûte en moyenne entre 2 et 3 € l'unité. Pour remédier à cela, il existe une alternative, le système D. Et oui, il s'agit de tutos genre do it yourself qu'on peut trouver sur YouTube. La finalité ? Fabriquer des digues dentaires à partir de préservatifs masculins.
Et c'est parti, on lève les bras. Et c'est la chlamydia. Alors la chlamydia, c'est déjà une infection très fréquente. C'est 2 à 10% des 16-24 ans qui sont concernés par le chlamydia. Nous, dans notre centre, c'est la première infection sexuellement transmissible que l'on dépiste. Alors la chlamydia, c'est une bactérie. C'est une bactérie qui se transmet par rapport sexuel. Existe-t-il un traitement ? C'est une infection donc bactérienne qui se traite par antibiotiques. Le traitement est assez simple. C'est 4 comprimés d'antibiotiques en une seule prise. Et c'était une infection, quand on prend le traitement, c'est une infection qui guérit. Alors le problème du chlamydia, c'est c'est une infection qui est asymptomatique dans la plupart du temps. C'est-à-dire que pour savoir si on est porteur ou pas du chlamydia, il faut venir faire un test de dépistage. Voilà, c'est le seul moyen de savoir si on a l'infection ou pas. Le problème également du chlamydia, c'est que ça reste la première cause de stérilité d'origine infectieuse chez les femmes. Donc c'est important, quand on décide de ne plus se protéger pendant les rapports sexuels, de faire un test de dépistage avant. Les moyens de prévention amènent d'eux-mêmes à la question du dépistage. Franchir le pas et prendre rendez-vous chez un professionnel de santé est parfois compliqué. Une démarche importante pour Émilie Rémy, médecin au Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic de Metz. Il suffit d'un partenaire qui est porteur d'une IST pour qu'il vous la transmette. Ne cherchez pas les pourcentages, j'ai tant de pourcentage de risque d'attraper quelque chose. Il suffit d'avoir un seul ou une seule partenaire porteur d'une IST pour vous la transmettre. Donc on ait des rapports avec les femmes, qu'on ait des rapports avec les hommes. C'est important de se faire dépister et de se protéger. Après, dans la vie, le préservatif, vous n'en avez pas besoin toute votre vie, mais protégez-vous au début et venez faire un test de dépistage pour ne plus mettre de préservatif ou de digue dentaire ou d'autres moyens de prévention. Une prise en charge adaptée est donc de mise. Moi, ce qui est important en consultation, c'est de faire le lien. C'est-à-dire que la personne elle ait confiance et qu'elle arrive à revenir si un jour il y a un problème et que la porte est toujours ouverte. Oui, mais il n'y a pas de jugement ici, franchement, il n'y a aucun jugement. On a la sexualité que l'on veut avoir, et tant mieux, et il n'y a aucun jugement par rapport... Je pense pas, ici, vraiment, s'il y a bien un endroit où vous ne serez jamais jugé, c'est bien ici. Voilà. Le lien entre professionnels de santé et patientes peut être parfois délicat. Coraline Delebarre est psychologue et sexologue. Elle nous explique pourquoi. Il y a des très très bons médecins qui prennent très très bien en charge, puis il y a des gens qui sont peut-être moins informés parce que un professionnel de santé, peu importe qui il est, reste avant toute chose un être humain qui vit dans un système social et qui intériorise des représentations. Donc c'est important de pouvoir travailler ces représentations pour améliorer l'accueil de certains publics qu'on connaît un peu moins. Pour moi, c'est important. Ça veut dire que pour pouvoir avoir un bon suivi, pour adhérer aux soins, pour avoir recours aux soins, il faut s'entourer de professionnels en qui on a confiance, avec lesquels on se sent en sécurité, avec qui on a la possibilité de parler, de dire les choses, avec qui on se sent en capacité aussi d'aborder toutes les questions relatives à sa vie, que ce soit les prises de produits, le mal-être, la question des violences, la question de l'orientation sexuelle, pour qu'il y ait la meilleure prise en charge possible. Un lien, parfois rompu, entre patientes et professionnels de santé, qui peuvent avoir des impacts en termes d'accès aux soins.
Je dirais juste que la question, par exemple, de l'accès à la gynécologie, moi, ça me paraît important d'avoir un discours qui permette finalement aux femmes non hétérosexuelles de se rendre chez le médecin généraliste ou la sage-femme ou le gynécologue pour pouvoir faire des examens de suivi et de dépistage. Parce que le grand problème que l'on rencontre, c'est que si ces femmes échappent au suivi gynécologique, c'est parce qu'elles sont persuadées que ça ne les concerne pas. C'est-à-dire que la gynécologie est une spécialité qui est perçue comme strictement hétérosexuelle puisqu'on y va pour la contraception ou pour le projet de grossesse. Or, il n'y a pas que ça dans la gynécologie, c'est aussi le moyen de prendre soin de soi, de faire des suivis, de faire des dépistages et notamment de dépister des IST, de pouvoir les traiter, de pouvoir les prendre en charge, de parler de sa sexualité. Et donc c'est important de refaire le lien vers cette spécialité. Et c'est parti, on lève les bras. Et c'est l'herpès. Alors l'herpès, ça se transmet très facilement. Il y a 2 sortes d'herpès. Il y a l'herpès buccal, c'est le bouton de fièvre, on appelle HSV1. Et il y a l'herpès génital qu'on appelle HSV2. Et si vous avez un bouton de fièvre pendant un rapport sexuel et que vous avez un rapport oral, vous pouvez transmettre ce virus, l'herpès, au niveau génital. Donc c'est quelque chose qui est très facilement contagieux. Et les symptômes ? Alors les symptômes, quand on a une poussée d'herpès, ce sont des petites vésicules mais qui sont douloureuses, qui se développent au niveau génital. Voilà, et c'est une infection qui peut récidiver, c'est-à-dire quand on parle de poussée d'herpès, quand vous avez pour la première fois de l'herpès, cette infection, elle peut récidiver. Existe-t-il un traitement ? Il n'y a pas de guérison, il y a un traitement préventif si les poussées sont très fréquentes, mais actuellement, il n'y a pas de guérison. Et c'est quelque chose qui reste assez gênant. Voilà, quand l'herpès, quand il y a des poussées récidivantes très nombreuses, ça peut entraîner des problèmes dans la vie sexuelle, enfin ça peut avoir des conséquences. Les associations se sont également emparées de la question de la prévention. Au niveau local, Couleur Gay, centre LGBT basé à Metz, a mis en place en octobre dernier une commission visibilité lesbienne. Stéphanie Lippot est co-responsable de ce pôle. Je pense qu'il y avait une place pour nous parce que la question des femmes et des lesbiennes n'était pas forcément suffisamment exploitée par manque de militantes en fait. Différentes problématiques se sont imposées, dont les questions liées à la prévention et à la santé sexuelle. Les initiatives sont actuellement en réflexion, mais la difficulté, trouver un nombre important de ressources officielles pour documenter de futurs projets. Souvent, comme il y a peu de ressources, une ressource, alors ça c'est un petit peu la chance quand même, parce que même si ça a été des heures de recherche, une ressource nous amène assez rapidement à la deuxième. Et encore, quand je dis des heures de recherche, c'est parce que j'ai persisté longtemps pour essayer de trouver un peu plus, et en vain. Mais oui, en général, une amène à l'autre, et puis on a vite compris après qu'on se contenterait de ça, et que voilà. Après, elles sont relativement complètes, donc il y a de quoi travailler dessus. Je parle notamment pour moi en termes associatifs. On a de quoi aussi faire pour créer nos propres outils et tout ça. On a évoqué quelques idées, mais pour l'instant, c'est vraiment des idées, parce que justement, c'est tout récent. Donc, je vois bien quelque chose du type, alors c'est des idées que je vais lancer là comme ça, mais du type une plaquette de prévention, ce genre de choses. On a remis sur le tapis de pouvoir, alors on a toujours proposé à l'association à la fois des plaquettes de prévention, mais aussi des préservatifs masculins, etc. Là on propose aussi des préservatifs féminins, faire en sorte de pouvoir proposer tout ça pour que les gens puissent venir se servir à leur guise
gratuitement à l'association. Mais je pense que ça prendra déjà dans un premier temps la forme d'une plaquette. Camille Béziane a aussi milité au sein de Couleur Gay à Metz quand elle était encore étudiante. Elle a cofondé en 2008 les Chlamydias. Cette association basée à Lausanne en Suisse fait de la prévention en santé sexuelle ciblée sur les relations entre femmes. Mais quel discours adopter ? Je me disais quel discours on va faire parvenir, parce que voilà, ce que j'ai entendu à Metz quand j'étais à Couleur Gay avec ces personnes qui travaillaient à Aide, c'était très intéressant. Mais qu'est-ce qui correspond aux besoins des femmes, de quoi elles ont besoin comme information. Puis on a commencé à travailler avec la personne avec qui j'ai confondé l'association à l'époque, et puis un gynéco, pour élaborer le premier guide qui était le guide du safer sex entre femmes. Il fait plusieurs moutures, on les a présentés à des personnes qui étaient concernées pour qu'elles nous disent moi je trouve très bien votre guide, mais ça par exemple cette information je la trouve pas, ou alors celle-ci j'en ai pas besoin. Et puis vraiment en discutant avec les gens, ça nous a permis vraiment de peaufiner l'instrument. Puis après on a élargi le réseau et ça nous a permis de travailler avec des gynécos, des plannings et tout ça pour pouvoir avoir un guide qui soit le mieux possible en fait. Des initiatives qui prennent des formes multiples. Alors aujourd'hui, même hier en fait, ça prend la forme d'atelier. C'est-à-dire que j'arrive dans un endroit où des personnes ont envie de parler de ces questions-là. Alors ça peut être dans un collectif, dans un squat, ou ça peut être une institution qui aimerait former ses éducateurs et éducatrices en santé sexuelle sur ces questions-là. Institutionnel, ça peut être aussi des personnes qui font une formation post-grade en santé sexuelle. Puis là, j'arrive, puis je mets en place des ateliers, puis on passe d'une thématique à l'autre. Et en fonction de ce que les gens disent, de ce que les gens savent, je fais une co-construction de savoir et puis moi je guide un petit peu tout ça. C'est-à-dire que j'ai un fil directeur, je sais à peu près où on veut aller, je sais quels sont les messages que je veux à tout prix entendre ou valoriser, et puis tout le reste après ça dépend vraiment des gens. Il y a des moments où j'ai pas énormément à intervenir parce que les gens savent énormément de choses, il y a des moments où les personnes savent moins de choses, puis du coup j'interviens un petit peu plus. Puis le but c'est aussi beaucoup de parler de plaisir féminin. J'aime pas l'approche qui consiste à arriver puis faire peur avec des infections sexuellement transmissibles. Ce que je veux c'est que vraiment on puisse parler de sexualité, de relations sexuelles, de pratiques, d'attirance, mais dans un cadre safe, bienveillant, convivial, où on peut poser plein de questions, il n'y a pas de tabou, on se respecte les unes les autres, et puis où l'information reste quand même à disposition. L'association a sorti récemment un jeu de prévention. Alors, c'est un jeu de société, c'est un jeu de plateau, comme vous pourriez jouer au Monopoly. Vous avez deux équipes qui s'affrontent pour atteindre le 7e ciel. Elles commencent au préliminaire, et puis il y a des activités. Il y a certaines activités qui consistent à faire deviner des mots, comme au tabou. Il y a d'autres activités qui consistent à faire deviner des émotions. Il y en a d'autres qui consistent à modeler des organes génitaux en pâte à modeler. Et c'est parti, on lève les bras! Et c'est le papillomavirus! Le papillomavirus, c'est une infection sexuellement transmissible la plus fréquente au monde, et il y a 100 virus différents. Tous ne sont pas identiques, la plupart ne peuvent rien donner du tout. Votre partenaire est porteur d'un papillomavirus et lors d'un contact, il suffit d'un contact sexuel, même d'un contact peau contre peau, on peut transmettre ce papillomavirus. Mais si on a un papillomavirus, il y a des papillomavirus qui ne sont pas dangereux. D'autres, il y a certains papillomavirus qui sont à l'origine de ce qu'on dit les condylomes, les verrues génitales. Il y a d'autres papillomavirus qui sont cancérigènes et qui, lors du contact, peuvent être à l'origine de cancer, et principalement cancer du col de l'utérus chez la femme. Existe-t-il un traitement ? Mais actuellement, on a un vaccin pour se protéger du papillomavirus, et depuis quelques mois, on a même un vaccin qui s'est amélioré, qui protège contre 90% de tous les papillomavirus. Et c'est un vaccin qu'on peut faire même si on a déjà eu des rapports sexuels, qu'on peut faire avant son 20e anniversaire.
Système D arrive à sa fin. Mais avant de terminer ce podcast, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. La prévention a encore un long chemin à faire. Mais où débute-t-elle ? Et je trouve vraiment, ce qui était dommage à mon époque d'ailleurs, c'est que on parlait beaucoup de prévention au collège, au lycée, on avait des intervenants qui venaient, mais c'était tout le temps prévention sur le fait de tomber enceinte en fait. Jamais trop sur les MST. Si, on me disait attention, oulala, les garçons entre eux, ou si vous êtes gay, le sida, etc. Mais en fait, le sida il touche tout le monde. Et au-delà de ça, une simple broutille en fait, ça peut aller très vite. Mais cette parenthèse peut être le sujet d'un autre podcast.